Bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de quoi, de qui, de tout et surtout de rien. Et c'est le premier épisode de la saison 5 déjà de cette émission. Nous sommes le 12 novembre 2023 et j'ai avec moi Ismen et Roman. Comment est-ce que vous allez toutes les deux en ce dimanche 12 novembre ? Mais très bien. Et toi, comment vas-tu ? Eh ben écoutez, ça va parfaitement comme à chaque fois, bien évidemment. Donc du coup, Roman, je vais te laisser la parole. Tu as des choses à nous raconter aujourd'hui oui. Pour commencer cette saison. C'est toi qui lance la 5e saison, c'est ouf. Bah vas-y, je t'écoute. Waouh. Mais il y a trop de pression. Mais oui, il y a trop de pression. Attends, regarde, j'ai même un truc incroyable. J'ai des applauses. Je sais pas si vous les entendez. Waouh. Mais Waouh, oui, on les entend. c'est- Oui, mais écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout et de rien. J'ai envie de vous parler du beurre. Oui, comme à chaque fois que je viens dans l'émission de Marc, je vous parle d'histoire de la nourriture. Oh. Et aujourd'hui, ça sera du beurre. Yes. Et ouais. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler d'un beurre qu'on appelle cru ou baratté. Baratté, ça veut dire que ça permet de séparer par nos mouvements mécaniques les particules de matière grasse de la crème du lactosérum, c'est-à-dire le petit lait ou le bas beurre. Donc j'espère que là, tout le monde n'est pas parti en courant. Restez avec nous. On est là. Ok. Par exemple, au 19e siècle, on barattait le beurre dans une sorte de tonneau. Il existe plusieurs tableaux de cette époque où figurent des femmes, donc des baratteuses, en train de baratter le beurre. Par exemple, il y a un magnifique tableau pastel et crayon noir sur papier brun de Jean-François Millet qui date du 19e siècle, plus précisément de 1866. Eh bien, pour la petite explication, ce tableau a été présenté à la dernière exposition pastel du musée d'Orsay en juin dernier. Ok. Voilà. D'accord. Donc si Cool. ça vous intéresse, vous pouvez aller le retrouver sur internet, ce n'est pas un problème. J'ai une petite question. Ouais. D'après vous, d'où vient le mot baratter et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient de l'instrument, non? Qui sert à la baratte pour baratter. Ouais, en fait, baratter vient de l'ancien français. Alors attention, ça n'a rien à voir. Ça veut dire battre. Baratter avec un seul T. Voilà. Baratter aujourd'hui s'écrit avec 2 T. Vous voyez, la différence est incroyable. Et ça signifiait agitation. Je sais pas par contre au niveau de l'instrument, ça ne me dit rien, mais ça pourrait être intéressant de vérifier. Alors ça veut dire agitation, ça veut dire que quand vous préparez votre beurre, parce que oui, vous pouvez préparer votre beurre vous-même à la maison, à la main ou dans un robot, c'est pratique, eh bien il faut que vous soyez agité. Est-ce que vous voulez que je vous donne la recette d'ailleurs du beurre ? Bah oui, c'est le moment. Mais oui. C'est le moment. Pourquoi Mais pas? c'est le moment de prendre des notes alors. Allez. Sortez votre carnet, sortez On va faire ça. votre téléphone, enfin bref, prenez des notes, c'est très important, attention. Et si vous Il avez faut pas bien beaucoup entendu, d'ingrédients. réécoutez du coup, comme ça, voilà, ça vous pourrez Évidemment. mieux entendre. C'est ça qui est chouette. Pas le choix. Alors au niveau des ingrédients, faites gaffe, il y en a énormément. C'est une blague. Il faut juste de la crème, entre 35 et 40% de matière grasse. Voilà. D'accord. Vous pouvez rajouter du sel, vous pouvez faire un beurre nature ou du beurre salé. Cependant, n'oubliez pas qu'un beurre salé, enfin du moins le sel, ça conserve. Donc le beurre salé, c'est plus logique pour conserver votre beurre. Vous pouvez rajouter d'autres choses dans votre beurre. Vous pouvez rajouter du paprika, du piment d'Espelette, du charbon, on charbon peut mettre ce qu'on végétal. veut, en fait. Vous pouvez manger. Oui, voilà. Vous pouvez rajouter aussi des fleurs. Et oui, Ok. des fleurs. Voilà, des fleurs de ciboulette. Cool. Ça, c'est une idée de la maman de ma meilleure amie et c'est super bon. Alors, rajouter ça avec un petit peu de sel, c'est magnifique. Voilà. Dans une petite tartine de pain de campagne ou pain fait maison, c'est pas mal. Ouh, ça donne envie. Alors, à votre avis, depuis quand le beurre existe-t-il ? Depuis quand on fait... Le néolithique, depuis la domestication des animaux, bien sûr. Mais oui, mais Oh. tout à fait. Oh, Joli. trop forte. On veut des applaudissements, Marc. s'il Ah, te on plaît. veut des applaudissements. Ah oui, d'accord. On veut des Attends. Il faut le temps que je retourne sur le soundboard de Discord. Ouais. Ouais, bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Merci Discord pour tous ces nouveaux petits joujoux à notre disposition. Voilà, et bien la toute première trace qu'on ait pu trouver à ce jour est celle d'une gravure sumérienne aux abords de la cité mésopotamienne d'Ur. Ok. Cette gravure, sur plaque calcaire, date de 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc en fait, on peut estimer que le beurre existe depuis beaucoup plus longtemps, mais voilà, le fait est qu'on a une trace écrite depuis 4500 ans avant Jésus-Christ, qui représentait des hommes en train de traire des vaches, puis fabriquant, on suppose encore une fois, du beurre dans une jarre, et la jarre ayant le rôle de baratte. Ça, c'est notre plus ancienne source.
Dans la Grèce et la Rome antique, le beurre aurait plutôt été utilisé comme crème, et dans la cuisine, on utilisait l'huile d'olive. Apparemment, les Égyptiens à l'époque antique, eux, utilisaient le beurre pour apaiser les brûlures et les petits problèmes aux yeux, d'après Ok. ce que j'ai pu voir. Bon. Je vais pas tout raconter non plus, mais je vais passer directement au XVe siècle en France. Eh bien, on consomme beaucoup de beurre qui sera plutôt pour les pauvres. Parce que ça sera moins cher. Les classes les plus riches consomment, quant à elles, du gras de porc. Cependant, 15e et 16e siècle, on commence à être dans la période des premiers traités culinaires, et donc le beurre prend une place importante dans la conception des sauces. Donc le beurre devient un produit de luxe et populaire chez les classes les plus élevées, un symbole de richesse et de raffinement. Donc le beurre devient plus cher et les personnes les plus pauvres ne pouvaient pas avoir de beurre aussi merde. facilement qu'au début du XVe siècle. Eh oui, dommage. 15e siècle aussi, mais en Angleterre, on offrait du beurre aux nouveaux mariés pour leur souhaiter fertilité. Voilà, on ne veut pas savoir comment ils comptaient l'utiliser. 18e siècle, je suis désolée, Pas je grave, suis pas parfois un grave. peu l'esprit mal placé. Voilà. 18e siècle, le beurre s'est à nouveau popularisé, il est plus utilisé que l'huile d'olive et il a besoin d'un contenant. Alors attention, on crée le beurrier à eau en terre cuite, qui Oh. fait son apparition pour la conservation du beurre dans de l'eau salée. Vous voyez, le sel revient toujours pour la Mais oui. conservation. Et oui, donc le beurre salé, c'est chouette. Le beurrier étant le métier, d'ailleurs, à l'époque, de celui qui crée le beurre. Donc, on crée un beurrier, donc le contenant, qui va conserver le beurre de manière naturelle, sans rancir, à l'abri de la lumière et de l'air ambiant. Ça veut dire qu'on n'utilisait pas de frigo. Et oui. Et aujourd'hui, sachez que ces beurriers, des beurriers à eau en terre cuite, existent encore. Donc, vous pourriez conserver votre beurre à l'extérieur grâce à ces beurriers. Voilà, ça c'était la petite anecdote du jour. Cool. Au 19e siècle, le beurre est devenu un incontournable en cuisine, mais il est devenu très très cher. Donc vous voyez, on est vraiment sur des sinusoïdales. À un moment, il est très cher, à d'autres moments, il sera moins cher, etc. Ce sera ça tout au long de l'histoire. C'est donc au 19e siècle que Napoléon III va faire un concours de cuisine pour trouver un égal du beurre, mais moins cher. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? La La margarine. margarine, ouais. Mais oui, exactement. La margarine qui est un mélange d'huile végétale qui coûtera donc beaucoup moins cher. Pour votre recette, on va continuer un petit peu pour votre recette. Vous avez toujours votre petit calepin avec votre stylo Bien ou sûr. votre téléphone. Bien sûr. Vous mettez votre crème dans un saladier. Vous prenez une cuillère en bois et vous touillez. Et n'oubliez pas que barater, ça veut dire être agité, donc soyez agité, s'il vous plaît, pendant que vous créez votre beurre. Vous touillez. Vous allez avoir à un certain moment le beurre qui va commencer à se former. La crème va se dissocier du petit lait, donc du bas beurre, c'est ce qu'on appelle le lactosérum. Vous allez avoir des petits morceaux. Ce bas beurre, vous le mettez dans un autre bol que vous pourrez utiliser comme petit lait pour faire des crêpes, par exemple, ou des pancakes. Voilà, ne le buvez pas comme ça, j'ai testé, c'est pas très bon. Voilà, très gras. j'avais lu que c'était pas hyper bon à boire comme ça. J'ai testé, je vous le confirme. C'est pas génial. Par contre, dans une pâte à pancake, ça passe très très bien. Donc voilà, vous formez votre beurre, vous avez des morceaux, vous allez enlever votre eau. Vous pouvez rincer votre beurre, c'est-à-dire que vous allez rajouter un tout petit peu d'eau. Et puis vous allez malaxer votre beurre, que ce soit à la cuillère ou à la main. Vous enlevez cette eau-là. Et ensuite, il suffit juste de former votre beurre comme vous le souhaitez et vous le mettez au frigo. Voilà, donc pendant que vous mélangez tout ça, une fois que vous l'avez lavé, c'est là que vous pourrez rajouter votre sel, vos fleurs, tout ce que vous voulez. Ok. Alors, vous pouvez faire au poivre, au charbon, ce que vous souhaitez. Un beurre spiruline si ça vous donne envie. Mais Voilà. j'ai une question qui me vient en tête. C'est la deuxième fois que tu évoques du charbon. Ça sert à quoi de mettre Oui. du charbon dans du beurre ? Alors, le charbon végétal, en fait, ça va donner une sorte de petit goût, alors, pas vraiment fumé non plus, parce qu'il faut vraiment que tu fumes ton beurre après. Honnêtement, j'ai pas encore goûté le goût que ça pourrait avoir. La seule fois où j'ai goûté un beurre avec du charbon végétal, il a été fumé auparavant, donc ça donne un goût encore différent, qui est super bon d'ailleurs. Mais j'ai pas de... Je sais pas, on fait du pain avec du charbon végétal. Ok. Ça fait joli. Ça peut être surprenant, peut-être à Halloween, par exemple, voilà, de faire du beurre noir. C'est du beurre noir en fait. Quoi. Et oui, c'est Ça du beurre permet noir. de teindre en fait. C'est ça. Ok. Oui, je pense que d'un point de vue faire joli dans l'assiette ou faire quelque chose d'un Ouais, ça un rajoute petit peu quelque chose. différent, voilà, esthétique, ça peut être sympa.
Voilà. Et puis, je voulais faire une petite pub pour la Minute Histoire de l'Art. Voilà, si vous voulez plus Mais oui, il d'informations faut. sur le beurre, je vous donne rendez-vous dans un mois, voire même un petit peu plus sur mon prochain podcast Histo Cuisto. Ce sera la nouveauté de la Minute Histoire de l'Art. Oh, Vous retrouverez plus d'informations sur mon Instagram d'ici début décembre. Voilà, d'accord. c'était mon moment petit pub. Merci Marc. Mais je t'en prie. Alors après, les gens vont écouter ça en avril, mais ils pourront aller voir ce que t'as produit, du coup. Et ben voilà, tant mieux. Chers auditeurs, chères auditrices, allez voir l'Insta de Roman, abonnez-vous, partagez à des gens, allez regarder ses vidéos, parce que c'est super chouette. Voilà, Merci. juste faites tout ça, enfin si vous le souhaitez, Si parce vous qu'on le souhaitez. peut pas vous obliger à le faire, mais c'est quand même Ah non. sympa. Voilà. Ah, c'est simple, hein, on parle de bouffe et d'histoire, et Voilà. le fait de le faire ensemble, c'est plutôt sympa. La On bouffe fait rend mieux. l'histoire fun, et l'histoire rend la bouffe intéressante. Mais oui, Voilà. mais voilà, fais le podcast avec moi, Marc. Oui. Donne-toi du travail en plus. Faisons ça. Alors, j'ai juste envie de vous Vas-y. parler d'un petit truc que j'ai fait aujourd'hui. Ah, Je suis allée à Vivre Livre, qui est le 23e festival à Saint-Ambrois, c'est-à-dire au beau milieu de la Oh. Cambrousse, un peu paumé dans le Gard. Mais un petit village très sympathique, avec une vieille ville très sympathique aussi. C'est joli à voir, c'est sympa. Et voilà, sur ce week-end de novembre, ça arrive tous les ans, il y a un festival du livre. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, on va y retrouver des librairies, on va y retrouver des artistes exposants. On peut même faire des ateliers. Oh. Voilà, aujourd'hui, il y avait un atelier gravure, un atelier d'enluminure, un atelier de fabrication de papier végétal et de calligraphie. Tout ça avec des artistes locaux. Et c'est fort sympathique de les rencontrer. On a aussi des auteurs qui sont présents pour faire des dédicaces. On a, j'ai déjà dit, des librairies, mais j'y reviens puisque nous avons LSBD et Au Bonheur des Gens qui sont mes librairies fétiches. Voilà, je les adore et si vous allez sur LS, allez les voir, allez les rencontrer. Les personnes qui tiennent ces librairies sont absolument génialissimes. Et puis tout le programme de ce week-end-là, il y a des lectures de textes par les élèves du collège puisque le festival se trouve juste à côté du collège de Saint-Ambrois. Donc les élèves viennent faire partie du festival. Il y a des micro-représentations de livres, il y a des tables rondes, des lectures, des éditeurs aussi qui sont présents. J'ai par exemple l'édition de La Fenestrelle qui était là, qui est un éditeur d'Uzès, une édition de livres d'histoire et de patrimoine. Très Oh. sympa. L'éditeur est très sympathique aussi par ailleurs. Et puis, il y a surtout la remise des prix du concours de nouvelles 2023. Donc, chaque année, il y a un concours de nouvelles. Donc, il y a des personnes qui vont écrire des nouvelles. Il y a un jury qui se tient. Et donc, des choix. Et le prix qui est décerné à un lauréat ou une lauréate. Cette année, je ne sais pas qui a été l'heureuse ou l'heureux élu. Vous pouvez aller rechercher. Vous me direz. Vous direz Voilà. en commentaire qui c'était du coup. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi, très important, je trouve, une lecture des textes écrits sur la thématique du harcèlement scolaire. Oh. Des textes qui ont été écrits par des élèves de Gilles Roumieux, voilà, qui est un professeur au collège Racine d'Alès. Et oui, puisque cette semaine, il y a eu la journée contre le harcèlement scolaire. Et c'est quelque chose dont il faut parler, parce que c'est super important. Ça peut devenir très dangereux aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à C'est vrai. en discuter. Tout à fait. Et voilà, donc c'était fort sympathique. Le thème cette année était sur la famille. Donc on parlait des tragédies grecques à Game of Thrones par exemple, et quels sont aujourd'hui les romans familiaux. Oh. Voilà, c'était un petit programme fort sympathique. Et bah c'est super intéressant que tu parles de ça parce qu'on est avec Ismen du coup aujourd'hui qui parle quand même souvent de littérature, de livres, de bibliothèques, de bibliothécaires célèbres ou non. Et du coup je me posais une question, Ismen, qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui? Eh ben, justement, l'histoire d'une bibliothèque et d'une bibliothécaire Oh. aux origines mystérieuses. Ah, Oh. on a hâte. Et bah vas-y, la Aux parole est origines toute trouvée. familiales mystérieuses, donc ça colle très bien pour faire la translation avec ce que tu viens de Et dire. bah C'est parfait. génial. Je vous amène aujourd'hui à New York, Manhattan, Madison Avenue, où se trouve la Morgan Library. Originellement appelée Pierpont Morgan Library, à sa création, elle est devenue la Morgan Library and Museum. Ok. Elle est composée de 3 bâtiments qui ont été construits entre 1852 et 1928, plus un 4e dont la construction a été achevée en avril 2006. Ok, ça a l'air joli. Ah oui, c'est une très belle bâtisse. Waouh. Ah ouais. Qui a été commandité par le milliardaire et homme d'affaires John Pierpont Morgan.
né en 1837 et mort en 1913, qui a fait fortune dans l'acier, les chemins de fer et la navigation. Il était entre autres propriétaire du Titanic, qui a sombré en 1912. Pour petit rappel, parce qu'il va y avoir des chroniques sur le Titanic, enfin je sais pas dans quel ordre elles vont passer. Ah oui, c'est entre les mains de Jules, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui, vous l'a déjà teasé l'année dernière, prévoit quelques petites choses du coup sur le Titanic, mais écoutez, on verra à ce moment-là, vous regarderez dans la description s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Comme beaucoup d'hommes riches, il est désireux, pour étaler sa puissance, de réunir une collection incomparable d'objets et de livres d'art. La collection en tout compte 350 000 pièces, des dessins, des estampes, des manuscrits du Moyen-Âge et de la Renaissance. On a par exemple des incunables, c'est-à-dire parmi les tout premiers livres imprimés, 3 exemplaires de la Bible de Gutenberg, qui date de 1455. Ah oui, quand même. Des manuscrits de partitions de Mozart, Beethoven et Brahms, des lettres illustrées de Van Gogh, le manuscrit original d'Eugénie Grandet de Balzac, le manuscrit original du Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est pas mal, une collection de sceaux du Proche-Orient, dont certains datent de 3500 avant Jésus-Christ, les évangiles de Lindo, qui sont des livres religieux qui datent du 9e siècle, qui font partie des chefs-d'œuvre de l'art insulaire irlandais, comme le livre de Kells. J'ai fait précédemment une chronique sur le livre de Kells que je vous invite à découvrir. Voilà. Et oui, allez voir, c'était chouette. Où je parle plus longuement de l'art insulaire irlandais. Mais ce n'est pas John Pierpont Morgan qui a rassemblé toutes ces collections, ce sont ses bibliothécaires personnels, qui durant des années ont couru les ventes aux enchères d'Amérique et d'Europe pour acquérir tous ces précieux trésors. Sa bibliothécaire personnelle, celle qui a été le plus connue et qui a travaillé le plus longtemps dans sa bibliothèque, s'appelle Belle d'Acosta Green. Elle est née en 1883 dans une famille de nobles d'origine portugaise, exilée aux États-Unis. Ouais. Elle a fait des études de bibliothécaire, donc elle vivait en compagnie de sa mère veuve et de ses 4 frères et sœurs. En 1901, elle a commencé à travailler comme bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de Princeton, où elle a rencontré Junius Morgan, un des neveux de John Pierpont Morgan, qui l'a introduit auprès de son oncle, et elle a commencé à travailler à son service en 1905. A priori, c'est une success story, mais ce que je viens de vous raconter sur elle est faux, en fait. Ah ouais ? Eh oui. Ok. Oui, c'est inattendu. Parce que elle n'est pas du tout d'origine portugaise, en fait. Ok. Elle n'est pas née non plus en 1883, mais en 1879. D'accord. Et elle ne s'appelle pas d'Acosta Green. Elle s'appelle en réalité, de son nom de famille, Belle Marion Greener. Et elle n'est pas d'origine portugaise, mais afro-américaine. Ok. Ah oui, donc rien à voir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le pourquoi de ce mensonge, c'est que vous n'ignorez pas qu'à l'époque, la ségrégation régnait aux États-Unis. Donc, la ségrégation, on frappait toute personne ayant des ancêtres noirs. Donc, il y avait une importante population métisse sur diverses générations, dont certaines personnes qui avaient la peau très claire et qui, à la fin de la guerre de sécession, donc, tous les anciens esclaves se sont vus octroyer des droits, les mêmes droits a priori que les autres citoyens, jusqu'à ce que les lois Jim Crow, en 1877, mettent fin à ces droits et instaurent la ségrégation. Voilà. Donc, pour les personnes qui étaient diverses d'origine et qui pouvaient passer pour blancs, ça pouvait être une opportunité d'essayer de passer de l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'on appelle le passing. Et je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas... Bien sûr. Je ne veux pas empiéter sur le travail d'autres personnes, donc bien sûr. des historiens comme Sylviane Larcher si ça vous intéresse. Voilà, mais je laisse la parole aux spécialistes et je reviens à mon sujet. Donc, la mère de Belle Green n'est pas du tout veuve non plus, parce que son mari, en fait, est Richard Theodore Greener, un avocat et célèbre activiste de couleur, qui milite activement pour les droits des personnes de couleur en tant que noires, justement. Sa mère est Geneviève Fleet, issue d'une très respectable famille qui a été institutrice et directrice d'école. Donc ses parents vont se séparer, et en fait, la mère décide de passer pour blanche avec ses enfants, et de ne plus suivre les buts de son mari, parce qu'elle en a marre d'essayer de lutter contre des moulins à vent et essaye de ruser plutôt pour se faire sa place dans la société. 2 conceptions différentes de la lutte, voilà. Donc, je ne suis pas là pour dire ce qui est respectable ou non, chacun fait ce qu'il peut dans une situation de discrimination. Bien sûr. Toujours est-il que l'intégration de Belle Green est un succès. Elle a été non seulement au service de John Pierpont Morgan, mais de son fils, qu'à la mort de son père en 1913. Et elle va initier l'idée de faire de cette collection privée une bibliothèque publique.
Ce sera fait en 1924, donc la bibliothèque qui est juste ici était jalousement gardée par la famille, est juste ouverte aux invités, donc pour les voir s'esbaudir sur toutes ces belles pièces et richesses. Et là, donc, elle est ouverte à tous les publics depuis 1924. Et Belle Green a été sa directrice jusqu'en 1948. D'accord, ok. Elle est décédée en 1950 ensuite. Hmm. C'est une success story, comme on dirait, mais qui a été payée au prix de toute une vie de mensonges, en fait, puisque voilà, les véritables origines de Belle Green n'ont été révélées que longtemps après sa mort. Eh oui. Mais Elle pas... n'a jamais voulu en parler aussi, parce que ce secret a été marqué par une tragédie. Ah, Oui, parce qu'en fait, Belle Green ne s'est jamais mariée. C'était une femme du monde, elle avait eu de nombreux prétendants et amants, dont le critique d'art Bernard Berenson. Mais elle est restée toute sa vie dévouée à son travail et son employeur prioritairement. Bon, je dirais même un peu esclave parce qu'elle était du temps de John Pierpont Morgan Senior, taillable et corvéable à merci, même si elle était très bien payée et qu'elle offrait un train de vie fastueux à sa famille. ouais. Elle a adopté en fait un des enfants de sa sœur, son fils aîné, parce que elle s'est retrouvée veuve de guerre en fait et elle n'avait pas la possibilité de s'en occuper. Et ce jeune homme donc s'est suicidé en fait à 24 ans en apprenant ses origines noires. C'est horrible. En fait, il l'a appris de manière un peu brutale en plus, puisque c'était la fille avec laquelle il s'est fiancé, dont la famille avait visiblement fait une enquête. Et quand ils ont appris ça, elle lui a envoyé une lettre injurieuse en lui disant qu'il n'était pas question qu'il répande son sang noir chez eux, voilà, Oh là là. qu'il méritait d'être émasculé et autres horreurs. Donc, Eh ben, putain. Mais c'est horrible. eh bah oui, on ne plaisante pas avec la pureté raciale. Bon, c'était en 42 et rappelez-vous qu'en Europe, à l'époque, on brûlait des gens pour des questions de pureté raciale, voilà. Donc, Ouais, je vois. on n'a pas non plus trop de leçons à donner non plus. Non, bien sûr, oui. Voilà. Waouh. Eh ben. Donc c'est une histoire à la fois de succès et de tragédie, comme j'ai dit. Eh oui, effectivement, ouais. Mais du coup, alors comment on a fini par connaître ses origines? Alors, comment est-ce que le public sait ses origines? Ben ça a fuité parce que diverses personnes étaient au courant. En fait, on a fini par avoir accès à ses papiers, à retrouver, à faire le lien avec son père aussi, qui lui ne s'est jamais renié, Bon, il a eu un parcours assez exceptionnel lui aussi, parce qu'après avoir abandonné sa famille, il est parti au Japon comme diplomate. Il y a fondé une autre famille d'ailleurs, puis il est revenu aux États-Unis. Ok. Et il a continué sans trop de succès ses activités, puisque en fait, bien qu'il est toujours resté un ennemi du peuple, voilà, qui n'a jamais, il a payé son engagement de son confort de vie, quoi. Eh ben, vache. En fait, on a peut-être même des preuves que John Pierpont Morgan était au courant de ses origines, parce que une des professeurs de Belle Green l'avait découvert, mais il a dû faire semblant de ne pas voir, ou enfin. Voilà, donc beaucoup de gens savaient, mais se taisaient, parce que bon, c'est toujours... Pour le côté infamant d'une certaine manière, j'imagine, les gens préfèrent ne rien dire. Voilà, donc c'est comme les histoires, tous les cadavres dans le placard de certaines familles riches, parce qu'il y en avait sûrement, ou pauvres, hein, il y en avait sûrement dans la famille des Pierpont Morgan, parce qu'il y a eu des différentes ruptures, par exemple entre Linus Morgan et son oncle, qu'on n'a jamais pu expliquer non plus, donc va savoir ce qui s'est passé. Ouais. Il y a peut-être, voilà... Et là, en l'occurrence aussi, Belle Green était un personnage public important, donc personne n'avait trop envie de lui chercher des ennuis non plus. Ok, je vois. Et du coup, elle est devenue quoi, cette dame, alors? Ben, je t'ai dit, elle est morte en 1950 après avoir servi comme directrice de la Morgan Library, voilà, jusqu'en 1948, pendant 24 ans, donc depuis, enfin directrice en temps, mais elle y a passé toute sa vie dans cette bibliothèque. Mais du coup, quand c'est sorti, ça a fait genre un grand bruit ou c'est resté très, qu'on appelle ça, c'est un truc de niche? En fait, comme je t'ai dit, c'était déjà su plus ou moins, mais c'est plus depuis ces dernières années qu'il y a des travaux sur sa personnalité qui sortent. Par exemple, bon, il y a la romancière Alexandra Lapierre qui a sorti une biographie d'elle en 2021 qui s'appelle Belle Green. D'accord. Vous pouvez la lire, c'est très intéressant, je vous la conseille, hein, c'est très documenté. Il y a d'autres chercheurs américains qui ont écrit sur le sujet aussi. Ouais. Ça s'est développé donc après la fin de la ségrégation en 1964, et parce que avec le développement de la bibliothèque aussi, puisque la Morgan Library est devenue une institution publique maintenant incontournable, voilà, donc elle a su évoluer aussi.
Donc vous pouvez aller voir sur le site de la Morgan Library d'ailleurs, il y a une biographie de Belle Green, il y a son buste qui est exposé dans la bibliothèque aussi, donc il y a beaucoup de ses travaux et documents qui sont conservés. Ok. Ainsi qu'une partie de sa correspondance qui n'est pas encore entrée dans le domaine public, mais qui va être ouverte en 2024, l'année prochaine. Ok. Donc encore beaucoup de choses qui restent en suspens, plus des archives, etc., etc. Voilà. D'accord, ah oui, ça fait beaucoup du coup. Ok. C'est super intéressant. Carrément, ouais, c'est carrément super intéressant. Et du coup, en plus, je suis sur le site, là, je viens de voir le buste, et je regarde un petit peu les expositions à venir, et je vois qu'ils ont une exposition Béatrix Potter qui va arriver à partir du 23 février au 9 juin 2024, et j'adore Béatrix Potter. Qui est-ce du coup pour les gens qui ne connaîtraient pas comme moi-même? Alors, Béatrix Potter est l'auteur et illustratrice de livres pour enfants, quoique même si aujourd'hui on continue quand même à les lire en étant adulte. C'est elle qui a illustré Les Petits Lapins. Peter Rabbit. Ok. C'est ça. Ces livres ont été adaptés en dessin animé aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Ok. J'ai vu qu'il y avait eu un film aussi Sur sa vie. un peu biographique. Je sais pas trop ce que ça donne comme film. Je l'ai pas vu. Non, mais en fait, elle n'a pas eu une vie très... Enfin, elle, au départ, j'avais lu des choses sur Béatrix Potter, c'est intéressant parce qu'elle voulait faire des études de biologie, mais comme en tant que femme, elle ne le pouvait pas, ce n'était pas permis. Elle s'est tournée vers le dessin d'art et elle a commencé parce qu'elle voulait être biologiste, donc étudier les animaux, et elle s'est lancée dans la peinture animalière à la place. Ok. Voilà, en conciliant ses dessins d'animaux dans ses carnets. En faisant carrière dans dans l'illustration de livres pour la jeunesse, C'est chouette. dont les héros sont des animaux. Voilà. Après, ils se reconnaissent entre mille. Si vous allez regarder sur internet, vous mettez Béatrix Potter, vous verrez tout de suite sa patte. Ok, Sans faire ça de marche. mauvais jeu de mots par ailleurs. Mais, voilà. Mais justement, c'est vachement intéressant qu'on parle de quelqu'un qui parle d'animaux, puisque justement, moi, je vais Mais vous oui. parler d'animaux aujourd'hui. Mais quelle Oui. transition! Vous avez vu c'est comme les incroyable. transitions sont monstrueusement bien préparées. Ce premier épisode est C'est dingue. Ouf, tout est absolument dingue dans cet épisode. On n'avait absolument rien prévu. Et c'est vrai en plus, et c'est vrai, les gens vont pas Bah nous oui, croire, c'est vrai, mais en on plus. n'avait vraiment rien prévu du tout. Du tout. Alors, Je connaissais pas d'ailleurs avant. non, on vient de se connaître, Ah hein, bon. on se rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, on a vous décidé deux, de c'est faire un vrai en podcast vrai. aujourd'hui. d'ailleurs. Nous deux, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Semaine et moi, ouais. Moi justement, j'avais envie de vous parler d'oiseaux aujourd'hui, mais d'ailleurs pas que aujourd'hui en fait, chères auditrices, chers auditeurs et chers chroniqueurs, parce que vous le savez, lors de la saison dernière, dans le final, je vais faire un petit quiz sur les manchots de manière générale, que vous pouvez aller voir dans la description du coup de ce que vous êtes en ce moment même en train d'écouter. Et au sortir de tout ça, je me suis dit, bon sang, mais en fait c'est pas suffisant. En fait, il faut parler plus aux gens que ça, des manchots, pas juste avec un petit quiz de genre quelle est la différence entre un manchot et un pingouin, ou ils vont tous mourir, etc. Non, il faut aller un peu plus loin que ça, parce qu'il existe près de 18 espèces quand même de manchots qui vivent sur la surface de la planète. Elles sont à peu près toutes en danger en ce moment. Et du coup, dans mon esprit malade, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de manchots à chaque intervention. Donc là, je suis devant un dossier de 47 pages sur les manchots de manière générale. Travail Donc énorme. voilà, c'est un gros travail de veille que j'ai fait. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu l'introduction. Donc ça va être quelque chose d'un peu long peut-être, et je m'en excuse par avance, mais les chroniques qui suivront, elles, se focaliseront sur chacune des espèces. Et comme tout aura été déjà un peu enregistré au préalable dans cette introduction, ce sera des choses qui seront relativement rapides. Donc déjà, on va commencer par un poncif qu'on va retirer tout de suite. Le manchot n'égale pas le pingouin, mais bon, ça je pense que vous le savez si vous avez mis pause et que vous avez écouté le quiz dont j'ai parlé précédemment. Puisque les manchots vivent bien évidemment plutôt sur l'hémisphère sud. Alors on va commencer par le début. Au début, il y avait des manchots à la préhistoire. En fait, la séparation avec les oiseaux volants se serait effectuée il y a entre 30 et 50 millions d'années pour évoluer peu à peu vers les manchots actuels. On suppose qu'avec l'absence de prédateurs terrestres, à l'exception bien sûr d'autres oiseaux, et avec l'évolution vers un régime alimentaire d'origine océanique, ils avaient de moins en moins besoin de voler, et ils ont donc progressivement perdu cette capacité pour acquérir à l'inverse celle de nager et de plonger, la principale modification morphologique étant bien sûr la transformation des ailes en nageoires. Petite information, les ordres les plus proches des manchots actuels sont les Procellariformes, principalement albatros, pétrels et puffins, les Gaviformes, ordre comprenant plusieurs espèces d'animaux. Les études ADN pourraient suggérer un lien avec l'ordre des Pélécaniformes. Waouh! Ouais, à chaque fois il va y avoir des noms. Tu nous fais une interro à la fin pour qu'on se souvienne des mots. Ça va. Parce que sinon, il faut que je note de suite. Hein. Je peux comprendre, rassurez-vous.
Sachez d'ailleurs qu'il existe une espèce de manchot, on en parlera dans la chronique en question, qui s'appelle le petit manchot bleu, qui est considéré comme le plus primitif, car le plus proche des puffins qui, souvenez-vous, font partie de la famille des procellariiformes, notamment à cause d'un trou tubulaire dans les narines. Donc, les manchots à la préhistoire. Il existe 32 espèces de manchots éteintes qui sont actuellement reconnues du coup par les paléontologues. Aujourd'hui, l'ensemble des fossiles de manchots n'ont été découverts que dans l'hémisphère sud et uniquement dans les régions où les manchots actuels vivent. Les premiers fragments de fossiles de manchots ont été découverts en Nouvelle-Zélande au milieu du 19e siècle. Ces scientifiques ont émis l'hypothèse que 2 facteurs ont contribué à l'extinction des manchots. Le premier, c'est les phoques, baleines et manchots étaient en concurrence pour la même nourriture. Et le second, c'est que les manchots seraient devenus les proies de certaines espèces justement de phoques et de baleines. Les espèces de manchots survivantes le doivent alors à leur petite taille, moyenne d'environ 60 cm pour les manchots actuels, contre 90 cm quand même pour les manchots préhistoriques. Wow. Donc beaucoup plus gros, ça fait la taille d'un humain quand même. Donc imaginez un manchot de la taille d'un humain, on est quand même sur un truc assez balèze. Voilà. C'est des manchots géants. Déjà que le manchot empereur, il est quand même pas mal grand parce qu'il fait la taille d'un gosse. Quand je dis un gosse, c'est un gosse de 10 ans. Hein. Ouais, quand même. Voilà, quand même. Mais les manchots préhistoriques, on en a qui font 1m90. Hein. Bah, parmi les plus gros qu'on a retrouvés. Dieu, ils sont plus grands que moi. Oui, ils peuvent. En même Mais temps, ils vont. je suis petite. J'allais dire, ils peuvent te manger. Ils mangent des poissons. Mais voilà, si t'as. Je suis pas un poisson. Du coup, chapitre 2, la découverte. Un certain nombre d'espèces étaient connues et en contact avec les habitants dits, j'aime pas ce terme, mais primitifs. Ou les natifs si vous préférez. Leurs œufs étaient consommés et ils étaient très certainement chassés. Par exemple, côté du Pérou, on a les manchots de Humboldt. En Patagonie, on a le manchot de Magellan. L'extrémité sud de l'Afrique, on a le manchot du Cap. Et en Australie et la Nouvelle-Zélande, on a le petit manchot bleu et le manchot à aileron blanc. Chassés à outrance à partir du XIIIe siècle, peu après l'arrivée des premiers migrants polynésiens, une espèce de manchot natif de Nouvelle-Zélande, qu'on appelle le Megadip waita'a, a carrément disparu justement à cause de ça. Un autre manchot originaire des îles subarctiques l'aurait alors remplacé en un temps record. C'est le manchot à œil jaune, justement, qui va coloniser les terres petit à petit. Une étude de 2008 tend même à montrer que suite à cette extinction, il y aurait eu un changement de rapport dans la nature chez les Maoris, avec peut-être un plus grand respect pour cette dernière et pour cet animal en particulier. Voilà, ils auraient alors été marqués par la disparition de l'animal. Cet épisode d'extinction d'une espèce, suivi de son remplacement par une autre, se serait déroulé en moins d'un siècle. Pour en retracer l'histoire, les scientifiques se basent sur l'analyse ADN et la datation au carbone 14 d'os contenus dans des restes fossiles. Passons maintenant aux occidentaux. Des navigateurs portugais furent les premiers occidentaux à apercevoir des manchots. Bartolomeo Dias a certainement aperçu des manchots du Cap lors de son expédition en 1487-88 jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et aux baies d'Algoa et de Mossel. Un peu avant, Diego Cao en a peut-être vu en atteignant Cap Cross en Namibie en janvier 1486. Mais la première relation écrite de manchots provient de l'expédition de Vasco de Gama qui rejoignit l'Inde en contournant l'Afrique en 1497-99. Alvaro Velo, membre de l'expédition, rédigea le journal du voyage de Vasco de Gama et il y décrit le manchot du Cap. L'expédition de Magellan rencontra les manchots de Magellan, bien évidemment, dans les terres d'Argentine et du Chili, et il les décrit ainsi, je cite, « Depuis toujours, côtoyant cette terre vers le pôle Antarctique, nous trouvâmes 2 îles pleines d'oies, d'oisons et de loups marins. On ne saurait estimer la grande quantité de ces oisons, car nous en chargeâmes tous les 5 navires en 1 heure. Ces oisons noirs ont des plumes par tout le corps de la même grandeur et façon, ils ne volent point et vivent de poissons. Ils étaient si gras qu'on ne les plumait point, mais on les écorchait. Ils ont le bec comme un corbeau. » J'imagine bien les marins en train de ramasser des manchots. Ah bah ça a été la pelle, hein. Ils ont bouffé du manchot pendant plusieurs siècles et on n'est pas passé loin de l'extinction en réalité. Hein. Le manchot aurait pu subir un sort identique à celui du grand pingouin en Arctique. Ces oiseaux furent énigmatiques pour les naturalistes. La première description scientifique date de 1769 par Joseph Banks, un membre de la première expédition de Cook autour du monde. Le premier nom scientifique fut attribué par le naturaliste Carl von Linné dans la 10e édition de Systema Naturae en 1758. Le petit manchot bleu, quant à lui, fut décrit par James Cook durant son second tour du monde. Il fut observé en Nouvelle-Zélande, dans la baie de Dusky et en Tasmanie, en Australie. Les manchots royaux furent vus par Louis de Bougainville dans les îles Malouines, et leur première description a été faite lors de la 2e expédition de Cook en 1775. Les poussins étant tellement distincts des adultes, car en effet ils ont un duvet marron, ils furent longtemps considérés comme étant une espèce à part.
Le manchot papou, lui, fut décrit pour la première fois en 1776 par l'explorateur et naturaliste français Pierre Sonera dans l'ouvrage Voyage à la Nouvelle-Guinée. Il les avait même qualifiés de poissons à plumes. Le manchot d'Adélie, quant à lui, fut découvert et décrit par Dumont d'Urville en janvier 1837. L'expédition avait également trouvé un fragment de coquille d'œuf de manchot empereur sur de la glace flottante, mais elle n'avait pas réalisé cette découverte. En 1841, l'expédition de Sir James Clark Ross découvrit un œuf de manchot empereur sur de la glace dérivante. Les manchots empereurs furent également attrapés lors de cette expédition et décrits. Petit 3. Exploitation. La rencontre homme-manchot n'a pas été très favorable aux oiseaux. Les hommes ont compris rapidement qu'à partir de cet oiseau gras et peu craintif, ils pourraient obtenir beaucoup de choses. Certaines espèces de manchots, comme je vous l'ai dit, étaient connues par les natifs dans les différents pays où on les trouve, et on pense que leurs œufs étaient alors déjà consommés et chassés. La première exploitation de manchots fut alors ponctuelle et exceptionnelle par les navigateurs. Vasco de Gama, Magellan, etc. Bref, on en a parlé. Par exemple, on a Sir Ernest Shackleton qui a écrit « Ce laps de temps est également mis à profit pour abattre une centaine de pingouins qui vont avantageusement compléter notre provision de viande fraîche pour la saison. » Je me permets un aparté, si les Anglais parlent de pingouins dans le texte, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que c'était deux espèces différentes. Alors ça, c'était un extrait de Au cœur de l'Antarctique, vers le pôle sud, qui a été écrit en 1809. J'ai aussi un extrait de Le pourquoi pas dans l'Antarctique de Jean-Baptiste Charcot, qui dit « 90 infortunés pingouins et un phoque ont dû être tués pour nous fournir une provision de viande fraîche ». Par contre, les pêcheurs, les chasseurs de baleines et de phoques ont souvent considéré les manchots comme étant une source facile de nourriture. Parfois, on pouvait prélever au 19e siècle jusqu'à 300 000 œufs par an. Certains explorateurs allaient même jusqu'à tuer et saler 3000 manchots en un jour pour les provisions de voyage. Même si le ramassage des œufs a officiellement été interdit en 1969, le ramassage illégal existe toujours sur les îles Malouines ou en Afrique du Sud. Pendant une grande partie du XIIIe siècle et ce jusqu'au XIXe siècle, la peau des manchots fut utilisée pour fabriquer des chapeaux, des chaussures, des sacs à main. Les plumes étaient dédiées à la décoration de vêtements et le rembourrage de matelas. À l'instar de nombreuses espèces de mammifères marins des zooarctiques, l'extraction d'huile de la couche de graisse des manchots est devenue une véritable industrie dans les années 1800 et au début des années 1900. L'huile était utilisée pour l'éclairage, pour le tannage du cuir comme fuel. Dans les îles Malouines, on a estimé à 2,5 millions de manchots tués sur une période d'à peine 16 ans. L'industrie de l'huile s'est arrêtée seulement en 1918 face aux protestations du grand public et face à l'apparition de produits chimiques moins chers et de meilleure qualité. Sachez également que le guano des manchots de Humboldt a une grande valeur commerciale pour ses principes fertilisants, une haute teneur en azote. Les Incas utilisaient déjà le guano des manchots et autres oiseaux marins pour améliorer le taux de productivité agricole, mais ils l'exploitaient intelligemment en n'extrayant que des quantités inférieures à celles produites par les oiseaux. Le guano est devenu l'une des principales valeurs marchandes du 19e siècle et fut exploité sans aucune restriction. Au début du 20e siècle, les stocks étaient sur le point d'être épuisés. L'extraction de guano est aujourd'hui mieux contrôlée, mais son exploitation et la présence humaine restent toujours une menace sérieuse pour les manchots. Tu as parlé donc de l'extinction du grand pingouin qui a été chassé à outrance donc par les humains. Tout à fait. Et j'ai un livre sur l'extinction de ce pingouin qui s'appelle Le Dernier des Siens, un roman de Sybille Grimbert qui est absolument formidable, qui raconte donc la vie du dernier grand pingouin recueilli par un naturaliste. Voilà. Ok, et oui je l'ai lu, il est très sympa en effet. Passons maintenant à une partie peut-être un peu plus scientifique et moins historique. Sachez que certaines espèces de manchots passent plus de 3/4 de leur vie en mer. La majorité des espèces passent plusieurs mois ne venant à terre que pour se reproduire et muer. La vitesse des manchots en mer n'est pas connue. Les plus rapides seraient le genre Apténodite. Ainsi, le manchot empereur a déjà été mesuré à une vitesse moyenne proche de 10 km/h sur plusieurs centaines de kilomètres. Il peut atteindre les 20 km/h sur de courtes vitesses. Les manchots royaux et à jugulaire ont été observés à 8,6 km/h. Les manchots d'Adélie se situent en moyenne à 8 km/h. Ils peuvent même faire des courses de pointe à 25 km/h pour échapper à ses prédateurs. Même le petit manchot bleu, qui est le plus petit des manchots, est capable de nager à 2,5 km/h. C'est énorme. Ils savent pas voler, mais par contre ils savent extrêmement bien nager. Afin d'avoir le minimum de résistance dans l'eau, les manchots se mettent le plus droit possible en recroquevillant leur tête dans leurs épaules. Les papates et la queue sont dans le prolongement du corps et les aident à se diriger. Les manchots se meuvent dans l'eau avec leurs ailes utilisées comme nageoires. Le mouvement des ailes ressemble à ceux des oiseaux dans l'air, donne cette impression de voler dans l'eau. Les ailes et la poitrine, musculairement bien développées, pour leur permettre de se propulser sous l'eau, milieu plus dense et plus résistant que l'air, les os des manchots sont alors plus solides et denses pour leur permettre de surmonter la flottabilité. Bien que ce soit plus efficace et moins épuisant de nager sous l'eau qu'à la surface, ils doivent régulièrement remonter pour respirer, bah oui, parce qu'ils ne sont pas des poissons.
Ils sont capables alors de continuer à respirer tout en nageant rapidement. À la surface, ils ont tendance à nager par saut, on appelle ça marsouiner, à l'identique des dauphins et des marsouins du coup. Ce type de nage permet également de perturber les prédateurs lors de poursuites. Les manchots empereurs sont les seuls à ne pas faire de marsouinage, et les manchots royaux le font que rarement. Les autres espèces par contre le pratiquent très couramment. Des études sur les manchots adélie sembleraient indiquer qu'ils utilisent le soleil pour se diriger. Ils s'adapteraient donc à la rotation du soleil dans le ciel. La plupart des proies des manchots vivent à faible profondeur, donc ils n'ont pas besoin de plonger très profondément ou pendant de longues périodes. En général, la plongée dure moins d'1 minute. Toutefois, chez les manchots papous et adélie, on a des records de 7 minutes en plongée à moins de 10 mètres pour une durée de 20 à 30 secondes. Le manchot adélie plonge jusqu'à 170 mètres. Des études ont été effectuées avec des balises radio et des enregistreurs automatiques de profondeur sur des manchots empereurs. Cette espèce pêche notamment des calamars et des poissons dans les eaux intermédiaires, et donc elle plonge plus profondément et reste plus longtemps immergée que les autres espèces. Le record de plongée enregistré, c'est 535 mètres. La plongée la plus longue, elle est de 21 minutes. Ces deux mesures sont des extrêmes bien sûr. La plupart des plongées sont à moins de 21 mètres et durent de 2 à 8 minutes. Pendant les plongées, le rythme cardiaque du manchot baisse. Les manchots adélie réduisent leur rythme cardiaque de 80-100 pulsations par minute à 20. Le rythme cardiaque d'un manchot empereur baisse de 15%. La redistribution du sang dans le corps des manchots lors des plongées est encore inconnue. Comme d'autres oiseaux marins, les manchots ont des glandes au niveau du bec qui leur permettent de se débarrasser des excès de sel dans le corps. Je trouve ça vachement passionnant ça. Les sécrétions de sel et de fluide apparaissent sous la forme de gouttelettes sur le bec qui sont ensuite rejetées en secouant la tête. Ces glandes sont tellement efficaces que les manchots peuvent boire de l'eau de mer sans en être affectés. Ils passent jusqu'à 80% de temps dans l'océan et parfois on n'a en fait aucune idée de ce qu'ils font. On n'est même pas certain de ce qu'ils mangent réellement finalement. Petit couplet là ici un peu rapide, mais on y reviendra tout à l'heure. Les manchots sont en danger dans le monde entier, bien sûr. Nous explique Di Boersma, un spécialiste des manchots d'Amérique du Sud à l'université d'État de Washington, qui a commenté pour l'AFP, je cite, « Ils sont en concurrence avec la pêche humaine. Il y avait des millions de manchots africains, maintenant il en reste 30 000. Ils n'ont plus rien à manger parce que les humains prennent toutes les sardines. » Adaptation thermique. La température interne des manchots se situe entre 37,8 et 38,9. Le système circulatoire d'un manchot s'ajuste pour conserver ou relâcher la chaleur de son corps pour maintenir une température corporelle constante. Pour conserver au mieux le corps chaud et éviter une trop grande dissipation de la chaleur, les systèmes sanguins des ailes et des pattes permettent de transférer une partie de la chaleur du sang affluent vers le cœur. Les différentes couches de plumes se chevauchent et rendent pratiquement impénétrables le vent et l'eau. Les touffes de duvet sous les plumes permettent d'y piéger l'air. Cette couche d'air fournit une isolation thermique de l'ordre de 80% sur les manchots. Une couche de graisse sous la peau améliore également l'isolation thermique. Les espèces des climats les plus froids ont tendance à avoir les plumes plus longues et de fait une couche de graisse plus épaisse que les espèces des zones au climat plus chaud. Sur Terre, pour conserver leur chaleur, les manchots peuvent plaquer leurs ailes le long de leur corps. Ils peuvent aussi grelotter pour générer plus de chaleur. Le plumage noir sur le dos des manchots absorbe la chaleur du soleil, ce qui augmente la température de leur corps. Par exemple, chez les manchots royaux et empereurs, on se rend compte qu'ils peuvent basculer leurs pieds et ainsi faire reposer intégralement leur poids sur les talons et la queue, réduisant ainsi le contact avec le sol gelé. Les manchots empereurs se rassemblent en petits groupes qu'on appelle des tortues pour conserver la chaleur. Jusqu'à 600 mâles peuvent former un groupe tout en couvant leur œuf en plein hiver arctique. Ils sont également capables de récupérer 80% de la chaleur qui s'échappe par la respiration grâce à un complexe système d'échange thermique dans leur voie nasale. L'imperméabilisation du corps par les plumes permet aux manchots de se rendre dans l'eau froide. La température de l'eau est en général de moins 1,8 degré en Antarctique, peut parfois atteindre même moins 2,2, mais la couche de graisse n'est pas suffisante pour que le corps garde une température stable en mer. Les manchots doivent alors demeurer actifs dans l'eau pour se réchauffer. La couche d'air piégée au niveau du duvet est comprimée pendant les plongées et elle peut même se dissiper en cas de plongée trop longue. Les manchots réarrangent alors leurs plumes par lissage. Si le corps devient trop chaud, les vaisseaux sanguins dans la peau se dilatent, emmenant la chaleur de l'intérieur du corps vers la surface où elle va être dissipée. Les manchots ont alors plusieurs moyens d'empêcher la surchauffe. Écarter ses ailes pour les séparer du corps afin que les faces internes et externes soient exposées à l'air et libèrent donc la chaleur. Ils peuvent aussi halter, ils peuvent ébouriffer leurs plumes, ils peuvent se déplacer dans des zones à l'ombre. Et oui, parce que en effet, les manchots ils sont adaptés au froid, donc s'il fait trop chaud, ils sont dans la merde. Notez quand même qu'il y a des espèces tempérées qui ont moins de plumes sur les pattes et ils ont donc une zone aussi sans plumes sur la tête. Donc ils sont vraiment adaptés à un climat tempéré.
Le manchot dort avec son bec replié sous l'aile, ceci ne leur serait d'aucune utilité mais serait un héritage de leur évolution depuis les oiseaux volants. Pour conserver l'énergie pendant le jeûne, les manchots peuvent augmenter leur temps de sommeil. Ainsi, pendant l'hiver antarctique, quand la période d'obscurité peut durer plus de 20 heures, les manchots empereurs en petits groupes couvrent l'œuf et passent la moitié du temps en fait à dormir. Ils dorment debout en fait. C'est ça, en fait, ils dorment debout pendant que le bébé il est présent dans l'œuf. On va parler un peu rapidement du cycle de vie des manchots, ça se présente en plusieurs temps. Le premier temps, c'est la jeunesse. Comme la plupart des oiseaux marins, les manchots vivent longtemps. Ils atteignent leur maturité sexuelle entre 3 et 8 ans. Pour les petites espèces, la reproduction peut commencer à 3 ou 4 ans par contre. Les espèces les plus grandes se reproduisent vers 5 ans. En fait, ça va un peu dépendre. Le premier principe, c'est qu'une fois que vous êtes apte à vous reproduire, il va falloir arriver au site de nidification des adultes. Ils vont revenir à terre uniquement pour se reproduire et élever leurs poussins. La plupart des espèces sont grégaires et forment alors de larges colonies. On verra au cours des différentes chroniques qu'on a parfois des petites exceptions. Donc ça se fait sur des îles, dans des régions reculées, sur des continents. Le but c'est d'être loin des prédateurs bien évidemment, puisque pour rappel le manchot ne sait pas voler, donc s'il y a un prédateur, ça peut être un peu problématique. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé sur l'île, il va falloir du coup trouver un partenaire en fait sexuel. Donc vous allez avoir des rites nuptiaux qui varient selon les espèces. Ça commence en général par des signaux visuels et auditifs. Dans la plupart des espèces, les mâles se manifestent en premier en préparant un nid et ensuite ils cherchent une femelle. La plupart des espèces de manchots sont monogames, un mâle ne s'accouple qu'à une seule femelle pendant une saison. C'est souvent la femelle qui choisit le partenaire et c'est souvent le même mâle que la saison précédente. Ensuite vient l'accouplement, je vous passe les détails. Puis une fois que l'accouplement est fait, vous avez la ponte des œufs. Chaque espèce a bien sûr sa forme d'œuf. Je vous donne quelques petits exemples un peu rapidement parce que c'est pas si intéressant que ça. Le manchot empereur et royal sont les seuls à ne pondre qu'un œuf, mais la plupart des autres manchots, eux, vont pondre jusqu'à 2 œufs. Le deuxième, il est en mode là pour la sécurité, quoi, d'une certaine manière. Si le premier marche pas, le deuxième, on le prend. Donc généralement, il n'y en a jamais vraiment un des deux qui va arriver totalement à maturité. Je vous donne une échelle de taille. L'œuf du manchot empereur, il fait 12 cm. Celui du manchot d'Adélie, il en fait 5. Voilà. Le manchot empereur, il pèse quand même 515 grammes. Et celui d'Adélie, il en fait 153. Ensuite vient la période d'incubation. Les parents vont alterner pour maintenir l'œuf au chaud. L'exception revient au manchot empereur où seul le mâle couvre l'œuf. Comme tous les oiseaux qui couvrent, le manchot protège l'œuf grâce à un repli flasque de peau abdominale. Le but c'est d'essayer de maintenir l'œuf le plus au chaud. Le temps d'incubation varie bien sûr d'une espèce à l'autre, cela va de 1 mois jusqu'à quand même 62 voire 67 jours pour le manchot empereur, décidément le pauvre. Il faut que l'œuf soit incubé à une température d'environ 36 degrés, donc il n'y a pas intérêt à faire tomber l'œuf par terre. Si jamais il tombe par terre, c'est fini, il est froid et hop. Oh la pression. Voilà. Donc le mâle il quitte son nid que vraiment s'il est en train de mourir de faim et qu'il ne peut plus rien faire, mais sinon il gardera l'œuf jusqu'à la fin. Une fois que votre œuf, vous avez réussi à le faire survivre, les poussins vont commencer par faire un petit trou, puis ensuite ils vont mettre leur petite tête terminée, faire et ils vont vouloir avoir à bouffer, bien évidemment. Donc c'est là où vous avez intérêt à ce que la mère débarque pour pouvoir nourrir la mère ou le père, parce que ça dépend des cycles qui a commencé. En gros, que l'adulte qui allait faire le plein de provisions débarque pour nourrir le petit, pendant que l'autre va recommencer à nouveau à aller chercher de la bouffe. Donc vous avez différents types de duvets bien sûr chez les poussins. Gardez à l'esprit que c'est un duvet, donc du coup ça n'est pas des plumes. Donc ça veut dire que si le poussin se jette dans l'eau, il meurt de froid et noyé parce qu'il ne pourra pas nager à l'intérieur. Donc il faut attendre qu'il est complètement muet pour pouvoir réussir à s'en sortir. Donc pendant tout le temps où le poussin est vulnérable, les parents vont donc devoir aller chercher de la bouffe et vont aussi devoir le protéger contre toutes les horribles espèces de prédateurs qui veulent dévorer vos poussins. Bien évidemment, souvent ça marche pas très bien, donc il y a énormément de pertes de poussins chez la plupart des manchots. Ce qui a parfois tendance à rendre fou certains manchots qui ont perdu leur bébé, mais ça on y reviendra pour les différentes espèces. Puis au bout d'un moment, le poussin va alors du coup arrêter de dépendre de ses parents, il va commencer à muer petit à petit et il pourra alors se jeter dans l'eau pour recommencer le cycle depuis le début. Une fois qu'il sera mature, il retournera blablabla. Bon, c'est chouette, le manchot il peut se reproduire, le problème c'est que bien sûr, il y a des gros problèmes en ce moment, c'est pour ça justement que ces chroniques que je vais vous faire existent. Le premier gros problème que le manchot risque en ce moment, c'est un phénomène naturel périodique qu'on appelle El Niño, ça veut dire l'enfant, qui n'est pas réellement complètement compris aujourd'hui. Il se traduit par une modification des vents et des courants marins habituels. La surface de la mer est alors réchauffée, la remontée des eaux riches en nutriments est réduite, et cette baisse de nutriments affecte le plancton, le krill et les petits poissons, et donc du coup toute la chaîne alimentaire des animaux marins. Et devinez qui est dans cette chaîne ? Eh bien le manchot. Donc il a double perte, 1, il a plus de bouffe, et 2, il fait trop chaud.
Pour le moment, El Niño, on n'est pas vraiment certain que ce soit vraiment dû au réchauffement climatique entraîné par les humains. C'est un phénomène qui arrive de temps en temps. Le fait est qu'il arrive de plus en plus, par contre. Et ça, c'est problématique. Par contre, là où on a un petit problème, c'est que la surpêche, c'est nous qui le faisons. Donc en gros, on prend le krill, on prend les anchois, on prend tout. Et donc du coup, forcément, le manchot ne peut plus rien avoir. Les manchots seraient même impactés par la chasse aux baleines. Et oui, l'augmentation de la population de certaines espèces de manchots depuis 30 ans pourrait être attribuée à la plus grande quantité de krill disponible, dû à la baisse de baleines. Donc ça, c'est plutôt positif pour certains des manchots, mais pas tous. On en parlera dans les différentes chroniques. C'est négatif pour les baleines. C'est négatif pour les baleines, tout à fait. De toute façon, c'est toujours négatif pour quelqu'un. Sachez que les humains, quand ils se sont installés du coup à différents endroits, ils ont introduit aussi avec eux des chats, des chiens, des belettes, des trucs comme ça, des renards, qui adorent les manchots. Ils les connaissaient pas, mais ils les aiment beaucoup. Du coup, maintenant, en plus de devoir lutter contre d'horribles goélands, vous devez protéger vos bébés de renards, de chiens et de chats. Donc c'est un peu compliqué. L'expansion démographique et spatiale de l'homme sur Terre constitue une menace pour de nombreuses espèces d'animaux, dont les manchots. Certaines colonies de manchots ont été affectées par la construction de bâtiments et de routes. Voilà, l'exemple le plus frappant est en Afrique du Sud, où vous avez même un tourisme qui est organisé pour aller voir les manchots au bord de la plage, mais du coup ce tourisme détruit de fait les habitats des manchots. Bien sûr, quand vous balancez vos déchets dans la nature, ça va toucher les manchots au bout d'un moment, donc du coup ça va les empoisonner, ça va créer des gros problèmes, ils avalent du fuel, ils n'arrivent plus à nager, enfin un exemple que j'ai sous les yeux là, en juin 94 on estime à 40 000 manchots du Cap touchés par une marée noire, à proximité de la péninsule du Cap en Afrique du Sud. C'était en pleine période de reproduction. L'autre exemple que j'ai à vous donner, c'est en 2001, le navire Jessica s'est échoué sur une des côtes de l'île San Cristobal, dans les Galapagos, et du coup des traces de, et attention c'est un mot à coucher dehors, dichlorodiphényltrichloréthane, ou DDT, et d'autres pesticides ont été retrouvés sur les tissus des manchots à jugulaire. Voilà, donc en fait en gros quand vous balancez un truc dans une rivière, ça peut finir chez les manchots. Même les survols en avion peuvent provoquer des paniques et des affolements dans des colonies de manchots qui du coup risquent de faire n'importe quoi et de se faire bouffer par les prédateurs qui eux auront pas peur. Donc c'est problématique. Donc du coup est-ce qu'il y a des protections pour lutter contre ça ? Oui, mais pas trop. Voilà. C'est-à-dire que toutes les espèces de manchots sont légalement protégées contre la chasse et la collecte des œufs, mais vous n'avez pas des flics manchots avec des guns qui sont là pour lutter contre les gens qui vont les braconner. On a 12 espèces de manchots sur les 18 qui sont menacées dans la BirdLife International and World Conservation Union. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour protéger les manchots. Alors que, rappelons-le, si les manchots disparaissent, le guano disparaît, et le guano représente quand même près de 90% des sources d'azote qui permettent aux humains de se nourrir sur la planète, finalement. Génial. Voilà. C'est chouette, hein. Bon voilà, c'était un peu long, je m'en excuse, je suis navré, mais au moins maintenant que vous avez ça, chaque espèce, ça se fera assez rapidos, quoi. Il n'y aura pas grand-chose à dire dessus. Voilà pour l'introduction. Contre, voilà ce qui vous attend. C'est peut-être lourd, mais c'est super important. Enfin, c'est super important et super intéressant. Bah, je pense que c'est super intéressant. Alors, je vais quand même citer les différentes sources. Je me permets parce que je ne vais pas non plus voler le travail d'autres personnes. La majorité des sources que j'ai trouvées, c'est via des documentaires, bien sûr, sur Internet, mais c'est aussi surtout grâce à un site Internet qui s'appelle manchot.fr que vous pouvez aller voir. Vous avez quelqu'un qui répertorie des tas et des tas de trucs sur les manchots classés par espèce, par pays, par ce que vous voulez. C'est super intéressant, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Ça, plus des vidéos d'informations qu'on retrouve sur plein de chaînes YouTube. C'est toujours un peu compliqué parfois d'avoir des trucs qui parlent des problématiques, mais ça se trouve quand même malgré tout. Voilà, donc ça va être essentiellement ça mes sources, et ça va être ça que vous allez bouffer, chères auditrices, chers auditeurs, pendant au moins 19 épisodes, incluant celui-ci du coup. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Et à la fin de la saison, vous pourrez dire quelle espèce de manchot vous préférez. Voilà, alors, on sera spécialiste de manchot, et si ça se trouve, pendant tout ce temps, on aura peut-être trouvé quelque chose pour calmer le jeu, et peut-être même qu'on aura mis en place une association de protection des manchots, ou je sais pas quoi. Non, mais franchement, possible, avec toutes les personnes que tu vas avoir au podcast, il y a moyen qu'il se passe un truc. On va se motiver, on va être à 17, on va être là, ouais, tuez pas les manchots. Ça va être incroyable. Non mais voilà. Maintenant vous savez qu'il y a ça qui existe, vous savez qu'il se passe des choses, c'est juste qu'on n'en parle pas, on regarde des documentaires mignons sur Disney+, et on se dit ah là le manchot d'Adélie est trop mignon, il va mourir, voilà. Ça on n'en parle pas dans le documentaire, mais il est en train de crever, pareil pour tous en fait à peu près. Donc c'est important quand même parfois de dire les choses et d'arrêter de se dire oh là là ils sont trop mignons les petits pingouins. Déjà c'est pas des pingouins, c'est des manchots. Arrêtons de s'américaniser constamment simplement parce qu'on a regardé les pingouins de Madagascar. Très bon film par excellence, mais on aurait dû appeler ça les manchots de Madagascar. Bref, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Non mais pas de soucis, la ref est incroyable. En tout cas, on va mettre fin à l'enregistrement. Ça m'a fait plaisir de faire ce premier épisode avec vous deux. La semaine prochaine, on va retrouver, parce que j'ai déjà un petit programme.
J'ai déjà un petit programme. La semaine prochaine, on retrouve Léopold et Raphaël. L'épisode 3 sera Clément et Nicolas si tout se passe bien. L'épisode 4, ce sera Jules et Manon. Voilà, mais c'est pas dit, il peut y avoir des changements en un mois. Mais ouais, Eh oui, c'est eh oui. vrai. J'ai prévu beaucoup d'enregistrements, donc l'épisode 2 sera au moins Léopold et Raphaël, qui seront tous les deux là. Alors, je veux pas présumer, mais je pense que ça va parler un peu guerre, parce que quand il y a Léopold, on parle de guerre, mais ça va aussi parler manchot, bien évidemment, avec moi. Donc, ce sera probablement le manchot empereur qui commencera le bal D'accord. des manchots. En fait, tu es en train de dire qu'on commence à être prévisible. Bah, C'est j'essaierai de préparer parce que j'ai d'autres idées de chronique. Eh ben, on t'attend au rendez-vous pour la saison 5. Dites dans les commentaires si vous avez aimé. Partagez, likez, mettez un pouce bleu, faites ce que vous voulez. Aimez-vous les uns les autres, surtout, c'est ça le principal. Et nous, on Aimez vous les dit manchots. des bisous. Oui, des bisous. Des Ciao, ciao. bisous, ciao. À tout bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Notre plus ancienne. J'ai perdu le mot. À notre. Putain, je l'ai perdu aussi. Source. Source. Merci.